Le Super Ebony de l'année 2015 est connu depuis hier. Jérôme Kouakou, journaliste à l'antenne de RTI Mans dans l'Ouest ivoirien, a été sacré meilleur journaliste au cours de la 17e édition de la Nuit de la communication organisée par l'UNJCI. Nous sommes dimanche 31 janvier, c'est la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Cette journée vise à sensibiliser le public pour apporter un soutien aux malades de la lèpre. Les douanes ivoiriennes se fixent comme objectif cette année de réaliser 1580 milliards de francs CFA de recettes. Le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par l'épidémie de Zika. Le virus peut causer une microcéphalie du fœtus, une diminution du périmètre crânien. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le Super Ebony de l'année 2015 est connu depuis hier. Jérôme Kouakou, journaliste à l'antenne de RTI Mans dans l'Ouest ivoirien, a été sacré meilleur journaliste au cours de la 17e édition de la Nuit de la communication organisée hier par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Mais qui est Jérôme Jérôme Kouakou? Comment s'est-il distingué parmi les autres candidats? Comment a-t-il pu convaincre le jury de la 17e édition des Ebony? Élément de réponse avec Sidonie Davila. Super Ebony, Jérôme Kouakou, journaliste radio de son état, son micro lui aura valu, depuis la région des montagnes, d'être le meilleur parmi les meilleurs pour l'ensemble des œuvres. Ebony Radio, prix Jean-Pierre Hayé de la meilleure interview et celui de la meilleure enquête, 4 prix glanés en une soirée. Jérôme Kouakou a survolé la soirée de son talent. Avec lui, d'autres lauréats de la plume récompensés, ils se sont vus décerner des prix d'excellence pour avoir fait preuve de professionnalisme. Au nombre des lauréats des prix sectoriels, Émilie Payé de la Tribune Économie et Jeanne Atoubé de RTI 1. Michel Digré, quant à lui, remporte une fois de plus le prix Ebony Télé. Germaine Bonny du quotidien Fraternité Matin reçoit le prix Ebony de la presse écrite. Une des innovations majeures pour cette édition, l'instauration du prix du meilleur présentateur télé. Il a été attribué à Marie Longoran, présentatrice du journal télévisé sur RTI 1. L'édition 2016 bat un record de participation des journalistes de la Maison Bleue. 7 prix au total pour 4 journalistes. La RTI est à l'honneur. Une fierté pour son premier responsable, Amadou Bakayoko. C'est un grand sentiment de satisfaction, de fierté. Ce jeune homme est parti dans une zone difficile, tout seul. Il a fait de très belles choses là-bas. Et aujourd'hui, son travail est récompensé. Et vraiment, je crois qu'on parle de l'Ivoirien nouveau. C'est bien la preuve que même dans un contexte difficile, quand vous travaillez bien, vous êtes récompensé. Des ordinateurs, des dons en numéraire constituent l'ensemble des dons offerts aux différents lauréats, dont un véhicule de type 4x4 offert au Super Ebony d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Par ailleurs, Irène Batt, sacrée meilleure journaliste de la 13e édition, s'est vue remettre les clés de sa maison, une villa de 4 pièces d'une valeur de 30 millions de francs CFA qu'elle attendait depuis 2012. Et ce n'est pas tout. Jérôme Kouakou, Super Ebony 2015, avait aussi reçu un prix de la Banque mondiale pour son enquête réalisée sur les cantines scolaires dans l'Ouest ivoirien, leur impact sur les résultats scolaires. Voyons l'enquête de Jérôme Kouakou, sacré Super Ebony. Au lendemain de la crise, l'école était l'un des secteurs sinistrés à l'Ouest. Des cantines scolaires avaient disparu. Aujourd'hui encore, les efforts pour leur réhabilitation se poursuivent. État des lieux avec Mme Kouaou Célestine, coordonnatrice régionale des cantines scolaires. Après la crise, il faut dire que les cantines dans notre zone n'existaient que de nom. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire mains et pieds pour essayer de faire asseoir les infrastructures de la cantine dans la région. Nous n'avons seulement que 194 cantines sur 300 écoles primaires. Les cantines réapparaissent progressivement dans les écoles et les parents y voient un soulagement. Gono Martin est parent d'élèves. Nous qui sommes les cultivateurs, partant tout le temps aux gens, abandonnons nos enfants. On ne sait pas quel sera l'avenir de nos enfants à l'école sans la cantine. Ça nous a soulagés énormément. Si les parents applaudissent l'avènement des cantines, c'est qu'en réalité,
Ces cantines ont changé la physionomie des écoles. Le témoignage de Koulibaly Drissa, directeur d'école dans un village. Dans les débuts où il n'y avait pas la cantine, on était un effectif de 80 élèves. Mais aujourd'hui, nous sommes partis à 172 élèves. Ça a vraiment réussi l'effectif de l'école. Les 2 examens blancs qu'on vient de faire, les élèves de CM2 ont eu 100%. L'après-midi, l'enfant vient et te dit que je n'ai pas mangé. Vraiment, un ventre qui est vide. Toi, le maître même, tu es déjà embarrassé. Vraiment, la cantine est très importante dans le rendement et puis l'assiduité même des élèves à l'école. La cantine est un soutien vraiment pour le résultat scolaire. On a eu à faire les comparaisons. On a toujours vu que les écoles à cantine ont des résultats meilleurs que les écoles sans cantine. Bien d'organisations sont engagées dans la réhabilitation des cantines scolaires. C'est l'exemple de l'ONG ADPF. La coordonnatrice situe son engagement aux côtés des tout-petits. Joie Agnès. Quand les enfants viennent à l'école, qu'à midi, ils doivent parcourir encore 5 km pour aller dans son campement pour avoir à manger, c'est fatigant. Souvent, en allant dans les campements, ils se font piquer par les serpents. Il y a des phénomènes d'enlèvement d'enfants et les enfants sont confrontés à beaucoup de situations. Raison pour laquelle nous sommes vraiment concentrés sur la construction des cantines. Et qui mieux que les enfants eux-mêmes pour montrer l'importance des cantines scolaires? Suivons les propos d'un élève de CE1. S'il n'y a pas de cantine, les élèves se promènent. Mais s'il y a cantine, les élèves viennent à l'école pour manger. Avec l'arrivée de la cantine, nous travaillons bien à l'école. Les efforts se poursuivent pour redorer l'image de l'école dans l'Ouest. Il s'agit en effet de créer les conditions favorables à une meilleure éducation des tout petits. Jérôme Kouakou, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Jérôme Kouakou, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Maintenant, Super Ebony. Bonsoir Jérôme Kouakou. Bonsoir Marie-Laure. Alors avec l'enquête sur les cantines scolaires, vous avez reçu un prix de la Banque mondiale. Oui, Qu'est-ce qui a suscité cette enquête? Alors, vous savez, après la crise, l'école avait été totalement abandonnée. Les enfants avaient quitté l'école et donc les acteurs du système éducatif étaient en quête de stratégie pour ramener les enfants à l'école. On a connu des villages où l'école était totalement abandonnée. Alors, on a compris après que des enfants qui viennent à l'école à midi, qui ne savent même pas comment faire pour manger, et donc ils rejoignent les parents au champ, et puis ils ne reviennent pas l'après-midi. Et donc, la stratégie avec les partenaires au développement, c'était de réhabiliter les cantines scolaires dans les écoles. Et donc, quand les enfants ont vu qu'en venant à l'école, à midi sur place, ils peuvent manger et puis être rassasiés là, alors les effectifs ont commencé à se multiplier dans les écoles. Il y a eu de l'impact, donc absolument. C'est là justement l'impact qu'on a tenté de vérifier et comprendre effectivement que les cantines ont aidé l'école à revivre après la crise. Beau travail donc qui a été récompensé avec le Super Ebony que vous avez obtenu hier. Oui. Vous attendiez à ce prix? En réalité, oui ou non, je pourrais donner les deux réponses. Oui, parce qu'en août déjà, la Banque mondiale me récompensait pour le travail que je fais à l'Ouest, notamment sur les cantines scolaires, donc toutes les actions qui vont dans le sens du développement. Je croyais aussi parce que je pense beaucoup de personnes croyaient en moi, disaient, moi-même je disais chaque fois, je ne suis jamais satisfait de mon travail. Et donc, quand je fais un travail qu'on me dit, tiens, c'est bon, absolument. Voilà, je dis non, il faut que j'aille plus loin. Et donc, pour cela, quelquefois, j'étais hésitant. Je dis, est-ce que je peux avoir Ebony? Non, il faut que je m'améliore. Je pense que ce n'est pas le moment, ça va venir. C'est là que je parle de non, mais oui, parce que les autres croyaient en moi. D'accord, les autres croyaient en vous. Et vous avez présenté des productions qui ont séduit les membres du jury. Comment est-ce que vous avez travaillé à l'Ouest, à Mans? Alors, Eugène Dié-Kakou, qui est le président du jury, quand on a fini la cérémonie hier, m'a pris de côté, il m'a dit, je ne sais pas comment tu travailles, mais tu travailles bien. Je lui ai dit, j'estime que je n'ai pas tout fait encore et qu'il faut que je fasse plus. Et donc, vous savez, conditions au niveau l'Ouest, c'est un vivier. C'est un vivier. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans l'Ouest. La question du foncier, notamment les conflits. La question de l'excision qui reste encore présente. Parce que dans toutes les zones en Côte d'Ivoire, le phénomène a pratiquement disparu, ça a baissé. Mais à l'Ouest, il y a des zones de résistance. Comment comprendre cela? On a touché du doigt le problème. On a aussi touché du doigt la question du tourisme. À l'Ouest. L'Ouest, on le sait, c'est la zone la plus touristique du pays. Mais avec la crise, les touristes donc, se sont retirés carrément. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont commencé à revenir? On a fait l'état des lieux. Beaucoup d'autres situations, notamment aussi le problème du Mont Péco, la question de la forêt du Mont Péco. On a touché des sujets sensibles, mais je crois que la force aussi, c'est qu'on est allé au contact. On n'est pas resté au bureau. Donc, il y a eu l'enquête, il y a eu le reportage, il y a eu l'interview. Oui. L'enquête portait sur quel sujet? L'enquête, d'abord, on a fait les cantines, c'était aussi une enquête. Et puis, que vous avez présenté à l'Ebony? Oui,
L'enquête que vous avez présentée à l'Ebony portait sur les cantines scolaires. Oui, les cantines scolaires, c'était une des enquêtes. Et le reportage? Le reportage, je crois que j'ai réalisé un reportage sur tous les pleux. L'accès à tous les pleux, 50 km de voies non bitumées entre Bloléquin et tous les pleux, c'est un calvaire total. Et donc, j'ai pratiqué la route moi-même de Bloléquin jusqu'à tous les pleux pour comprendre. Moi-même, je suis allé moi-même. À moto, en voiture? Dans un véhicule comme tout autre passager. Et j'ai voulu vivre les réalités moi-même. Et j'ai retranscrit tout cela dans un reportage. Je crois que c'est tout cet ensemble-là qui a donné ce résultat en ma faveur. Alors, nous allons voir les prix qui sont là. Oui. Ça, c'est le prix Super Ebony. Alors là, c'est le prix Super Ebony qui est donc qui est le plus gros lot. Et juste ici, de ce côté-là, c'est donc l'Ebony Radio. Et puis là aussi, c'est le prix de la meilleure, ce que je vois bien, c'est le prix. Vous avez eu le prix de la meilleure interview aussi. Voilà, ça c'est le prix de la meilleure enquête. Et puis ça c'est le prix de la meilleure interview. Et puis juste là c'est le prix de la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, tous ces prix, qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre carrière, vous qui êtes jeune journaliste? Ben, on est fiers. On est fiers. J'ai dit tout à l'heure que je n'étais jamais satisfait de mes productions. J'estimais qu'il fallait toujours faire plus. Alors que quelque part, le travail plaît. Et donc quand je vois ces récompenses-là, je me dis tiens, c'est que je peux aller plus loin, c'est que je peux faire mieux. Et pour moi, je les reçois comme un encouragement à mieux faire, à continuer. Mais le plus difficile pour moi, c'est maintenant que ça commence, parce qu'il faut garder le cap. À défaut de monter, garder le cap, mais jamais redescendre. On va terminer rapidement avec cette dernière question. Des icônes hier ont été présentées lors de cette célébration des Ebony. On a eu Levin Yamke, on a eu également d'autres anciens de la presse audiovisuelle. Vous qui aujourd'hui venez de remporter tous ces prix, vous pensez que vous pouvez assurer la relève à l'image de ces autres journalistes jeunes comme vous? C'est les grands noms que vous donnez. On ne peut pas ressembler à ces personnes-là. Ils sont uniques. Chacun est unique en son genre. On essaie de se frayer un chemin dans ce monde difficile de la communication. On essaie de se forger une personnalité. C'est ce que j'essaie de faire. Levin Yamke est pour moi, c'est une icône. Quand j'étais jeune, j'ai voulu ressembler à ce monsieur. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Pas évident. Peut-être que vous êtes sur le chemin avec tous ces prix que vous venez de... Et je crois qu'on continue d'apprendre. Peut-être qu'un jour, on dira, il fait comme Levin Yamke, mais j'ai envie de ressembler à moi-même et être moi-même. Merci beaucoup, Kwaku Jérôme. Encore une fois, félicitations. Merci. Et je rappelle que vous avez aussi reçu le prix Diego Bailly de la meilleure enquête. Vous avez présenté le prix et également le prix Jean-Pierre Hayé de la meilleure interview. Félicitations encore à vous. Notez également, chers téléspectateurs, que des prix sectoriels ont été attribués à des journalistes. Le prix Ebony Presse écrite a été attribué à Germaine Boni de Fraternité Matin et le prix Ebony Télé à Michel Digré, notre confrère. Nous sommes aujourd'hui dimanche 31 janvier, c'est la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Cette journée vise à sensibiliser le public pour apporter un soutien aux malades de la lèpre. Les populations font des dons à travers le monde, un élan de solidarité en marche, comme nous l'expliquent Massokone et Patricia Omouetia. Une pièce d'argent que l'on glisse dans une boîte, un geste anodin, mais qui pourtant contribue à sauver des vies. La vie de ces nombreux malades de la lèpre que compte la Côte d'Ivoire. Un acte de solidarité auquel s'adonnent les usagers des pharmacies et autres lieux où sont déposées ces boîtes de la Fondation Raoul Folero. La Fondation Raoul Folero, son rôle, c'est de nous appuyer en termes de fonds. Et c'est elle qui dépose les boîtes dans les pharmacies. Mais il faut savoir que les fonds qui sont déposés dans les boîtes dans les pharmacies ne sont pas exclusivement dédiés à la Côte d'Ivoire. C'est reversé dans une caisse commune et c'est la fondation qui fait la redistribution en fonction des besoins spécifiques de chaque pays. On n'a pas un contrat de partenariat en tant que tel, mais en tant que pharmacien, on connaît l'importance que la fondation a envers le traitement des malades et on sait aussi que la lèpre est une maladie vraiment qui a causé beaucoup de dégâts. Donc on y participe, c'est notre contribution. À la faveur de la Journée internationale de lutte contre la lèpre, les populations sont invitées à faire des dons à la fondation. J'ai posé de l'argent dans cette caisse pour permettre à ces malades-là d'être en bonne santé et aussi pouvoir les soutenir moralement. Chaque fois que je rentre dans les pharmacies, tant que je vois la boîte et puis instinctivement ça vient par charité, je fais des dons parce qu'il faut aider son prochain.
Des dons qui permettront de prendre en charge les malades vivant dans les léproseries que compte la Côte d'Ivoire. Une prise en charge possible non seulement grâce aux dons, mais aussi à une subvention de l'État. L'État assure actuellement le fonctionnement de la lutte et tout ça, des structures, à presque 98%. Donc la fondation, bien entendu, s'est remise relativement en retrait, mais ils nous suivent toujours. La fondation Raoul Folero, du nom de son fondateur, est une fondation caritative indépendante qui lutte contre la lèpre, l'ignorance et la pauvreté. Ici, en Côte d'Ivoire, elle est représentée dans 2 villes, Bouaké et Azopé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne compte que 722 cas de lèpre contre 120 000 cas en 1960. Notez en bref que le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader des Jeunes Patriotes Charles Blé Goudé, ouvert jeudi devant la Cour pénale internationale et suspendu vendredi, reprendra lundi avec la déclaration des équipes de défense des 2 accusés poursuivis pour crimes contre l'humanité. Pour développer des PME ivoiriennes, le ministère de l'Entrepreneuriat, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a signé une convention avec un partenaire. L'objet de la convention, accompagner la Côte d'Ivoire dans la création et le développement d'une nouvelle génération de petites et moyennes entreprises plus dynamiques, et plus de 60 entrepreneurs ivoiriens ont été sélectionnés. Roger Appé, Alexis Ouedraogo. Jean Delmas Iwi fait partie des 17 Ivoiriens sélectionnés sur 1000 entrepreneurs africains en 2015 par la fondation Tony Elumelu. Il a reçu 3 millions de francs CFA pour développer son entreprise. Ces 5 000 $ nous ont permis de parfaire nos recherches. Aujourd'hui, nous sommes en phase de ce qu'on appelle dans le jargon des startups, le go-to-market. Nous nous apprêtons à mettre sur le marché nos services. Et après la mise sur le marché de nos services, nous allons observer comment le service va se comporter. Cette année, la Fondation compte financer près de 60 entrepreneurs ivoiriens pour 1 million d'emplois. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la Promotion des PME vient de signer un partenariat avec elle. Un accord qui s'inscrit dans un cadre de programme développement, formation et financement des entrepreneurs africains. L'intérêt justement de ce partenariat avec le ministère de l'Entrepreneuriat aujourd'hui est donc justement de mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire notre expertise, mais aussi nos différents outils de sélection, nos outils de formation et aussi nos outils de suivi. Le gouvernement a adopté une stratégie de développement des PME qu'on appelle le programme Phoenix. Et donc, pour la mise en œuvre de ce programme, nous avons besoin de l'accompagnement de Tony Elumelu, qui est une fondation qui croit en l'avenir de l'Afrique et qui a un programme de développement de l'entrepreneuriat en Afrique. En Côte d'Ivoire, les PME représentent plus de 80% des entreprises du secteur formel, mais contribuent seulement à 20% du PIB contre 60% dans les pays développés. L'objectif du gouvernement est d'atteindre 35% d'ici 2025. Cette alliance avec la fondation Tony Elumelu devrait permettre de financer plus de 1000 entrepreneurs africains sur 10 ans pour un montant d'environ 55 milliards de francs CFA. Le champ du ministère de l'Agriculture s'est élargi suite au récent remaniement ministériel. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafoua, veut relever des défis en cette année. Il invite ses agents à travailler pour une meilleure productivité agricole et pour le développement rural. Les objectifs sont donc fixés: la valorisation, la transformation des produits agricoles. Noël Nyagno. Le secteur agricole en Côte d'Ivoire se porte bien. De 3 368 milliards de francs CFA en 2012, les revenus des paysans sont passés à 5 653 milliards, soit une croissance de 68%, et les témoignages sont édifiants. Si on est le village, vous verrez beaucoup de briques tapées, des murs qui sortent de terre. Et ça, c'est grâce à l'anacarde. L'anacarde, en tout cas, nous voyons un grand changement. Un changement, mais qui n'a pas de limite même quoi. Autre indicateur, la croissance des productions. Les cultures de rente se sont accrues de 31%, les cultures vivrières de 47%. La production totale annuelle en 2015 est passée à 24 millions de tonnes, soit plus d'1 million de tonnes par tête d'habitant. En amont de toutes ces performances, le travail acharné de l'administration centrale et les services déconcentrés, les structures sous tutelle, notamment le Conseil Café Cacao, le Conseil du coton et de l'anacarde, les partenaires techniques et financiers.
On comprend le sens de la mobilisation de ce beau monde pour marquer avec lui une halte, le remercier, distinguer certains pour leur rapport significatif, le féliciter pour sa contribution à la réalisation de ses performances, l'inviter à plus d'ardeur au travail, parce qu'au-delà de l'agriculture, il faut désormais impulser le développement rural. Le défi qui est le nôtre, c'est, tirant les leçons du passé, de faire en sorte que plus jamais le secteur agricole ne régresse. Il nous faudra nous attaquer résolument à la transformation de la structure de notre économie agricole, en la faisant passer d'une économie agricole de subsistance basée sur le volume à une économie agricole à forte valeur ajoutée tournée vers le marché. Signava, coureur de ce défi, a relevé la visite des stands des femmes portée sur la valorisation des produits alimentaires, avec l'appui du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Les acteurs et partenaires de l'éducation nationale se sont retrouvés à Soubré pour un séminaire. Les réflexions ont porté sur les stratégies d'amélioration des résultats scolaires et de l'école obligatoire dans la région de la Nawa. Ils veulent identifier les maux qui minent le système éducatif et proposer des solutions. Explication avec Abou Sanogo. Acteurs et partenaires de l'éducation réfléchissent sur l'amélioration des résultats scolaires. Un séminaire de formation sur les stratégies d'amélioration des résultats scolaires et de l'école obligatoire dans la région de Soubré a été organisé. Une initiative de la Direction régionale de l'éducation nationale de la Nawa. Ouvrant la série de communications, le directeur régional de l'éducation nationale de Soubré a présenté la situation de l'école dans la région, avec un faible taux de réussite de 20,29% au baccalauréat lors du dernier examen. Ainsi donc, ce séminaire va permettre, selon lui, d'identifier les maux qui minent le système éducatif et de proposer des solutions idoines. Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ont entretenu les participants sur l'école obligatoire, les collèges de proximité et le management. Ces communications ont fait place aux travaux en communication avec une forte implication du corps préfectoral qui en assurait les présidences. Les participants ont donc planché notamment sur le management, le suivi et l'encadrement des élèves, le perfectionnement pédagogique, le suivi des enseignants, la mise en œuvre de l'école obligatoire et l'environnement de l'école. L'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection, Ibrahima Kourouma, a au nom du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, salué la mobilisation de la communauté éducative en vue de trouver les voies et moyens pour l'amélioration des résultats scolaires et la mise en œuvre de l'école obligatoire. Le caractère obligatoire du service public de l'enseignement se traduit par le devoir de l'État et des parents de garantir l'accès et le maintien à l'école de tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Le ministère des Eaux et Forêts affiche sa détermination à restaurer le couvert forestier ivoirien. Le ministère vient justement de présenter les résolutions des États généraux de la forêt. Explication avec Godefroy Okambawa et Patricia Omouetia. 2 mois après les recommandations des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau, l'heure est aujourd'hui à la phase active des recommandations proposées par le Forum. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le ministre des Eaux et Forêts et les acteurs techniques et financiers du secteur. Le but est d'atteindre les objectifs pour un développement durable à l'horizon 2045. Les conclusions des États généraux constituent même pour mon nouveau ministère un programme. Vous connaissez l'état de la forêt. Personne n'est fier de l'état de la forêt aujourd'hui. Tout le monde est coupable, que ce soit les dirigeants comme les consommateurs. Donc c'est de tout ça qu'il est question. Donc nous avons un grand chantier. Mais je dis que ça a déjà été inventorié et répertorié. Donc moi je viens juste pour pouvoir réfléchir à ce qu'il reste à faire pour les générations futures. Des échanges qui ont permis de mettre tout en œuvre pour que les différentes résolutions retenues lors des travaux de ce forum soient effectives. Notamment la réhabilitation des ressources forestières fortement dégradées. Autre moment fort de cette rencontre, c'est la remise des prix aux meilleurs agents des eaux et forêts et acteurs intervenant dans le secteur, des piliers importants dans le développement durable de la Côte d'Ivoire.
L'heure est au bilan dans de nombreuses entreprises ivoiriennes, des structures donc publiques. C'est le cas de l'IPSC Grailleux, l'Institut de prévoyance des agents de l'État. Pour 2015, ce sont de nombreuses initiatives qui ont été prises pour le bien-être des retraités de la fonction publique, des idées qui ont permis d'enregistrer un taux de recouvrement de 94%, soit 196 milliards de francs CFA. Les dossiers des pensions traités en moins de 30 jours. Le taux de recouvrement a atteint les 94%, une grande première dans la sous-région. Ouverture d'agences de proximité à Abidjan et à l'intérieur du pays. Autant d'initiatives menées au cours de l'année 2015 pour le bien-être des sociétaires de l'IPSC Grailleux. Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Un bilan jugé satisfaisant au regard des acquis de la réforme mise en œuvre par Abdraman Berté et ses collaborateurs. Monsieur le directeur général, je vous dis merci. IPSC Grailleux. L'action que vous menez à la tête de votre vaillante équipe permet à notre institution d'aller toujours de l'avant. Faites en sorte qu'elle reste toujours à flot. Faites en sorte qu'elle soit une référence en la matière. Satisfaction morale pour les agents de la Grailleux qui, à travers Standing Ovation, ont promis faire plus en cette année 2016 pour le bonheur des retraités. Leur porte-parole a réaffirmé aux responsables. Le directeur général de l'IPSC Grailleux a demandé à ses collaborateurs d'adhérer à cette idée d'Ivoirien nouveau prônée par le président de la République Alassane Ouattara pour mieux servir les retraités de la fonction publique. Être un exemple de rigueur et de professionnalisme, être un exemple de probité. Et la culture de résultats, nous avons commencé. Et je pense que le seul moyen, et j'exhorte l'ensemble du personnel, c'est de mettre en œuvre au quotidien ce qu'on a appelé la clôture de journée. J'ai un travail dans la journée, j'ai mon lot de travail, je dois l'achever avant de partir. L'interconnexion des parties impliquées dans la gestion des pensions. La poursuite de la mise en œuvre du nouveau système d'information avec la production de logiciels de gestion technique intégrée et la certification de l'Institut à la norme ISO 9001 version 2008 sont autant de défis que veulent relever les travailleurs de l'IPSC Grailleux en cette année 2016. En religion à présent, les fidèles chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire se préparent pour les différents pèlerinages qui auront lieu à Lourdes en France cette année 2016. Ce lieu va accueillir les pèlerins tout le long de cette année à partir de ce mois de janvier jusqu'en août prochain. Voyons les préparatifs avec notre reporter Eugène Atoubé. Une messe sur des accents de retrouvailles et de louanges à Dieu. Ce dimanche, le fort contingent de pèlerins de la cuvée 2015 à Lourdes et d'autres candidats pour l'édition 2016 se sont retrouvés dans la ferveur religieuse de Lourdes. Des souvenirs fièrement ressassés desquels filtre la joie d'y repartir. Et pour ceux qui ne sont pas encore allés à Lourdes, cette rencontre est une réelle source de motivation. Je vais aller à Lourdes pour vivre ce qu'ils ont vécu. J'ai beaucoup aimé la messe, les malades qui dansaient. La Vierge a parlé à Lourdes pour lancer un message d'amour, un message d'humilité, un message pour nous dire que Dieu nous rejoint malgré nos situations de misère, de pauvreté, de maladie, de richesse. Et donc les chrétiens vont à Lourdes pour essayer de comprendre ce message et revenir le transmettre à leurs frères et sœurs. Dans les sanctuaires de Lourdes, sur les pas de Bernadette, les pèlerins de Côte d'Ivoire et ceux du monde entier vont ensemble se mettre à l'épreuve de la foi et exprimer leur amour du Christ avec un regard tout particulier pour Marie, Mère de toute grâce. Pour cette année 2016, le thème est l'unité de la miséricorde. L'évangile serait vidé de son être, de son existence, de sa capacité d'être, de ses mouvements, de vie, s'il n'y a pas la miséricorde au cœur de l'évangile. Le chrétien doit toujours continuer de s'accomplir. Et en cela, j'encourage tous mes autres parents pour dire que le voyage sur Lourdes, c'est des séjours très importants. Lourdes est un pèlerinage marial. Chaque année, plus de 1000 pèlerins de Côte d'Ivoire s'y rendent et en reviennent toujours transformés. Le pèlerin découvre en ce lieu saint la joie de la conversion, la joie de la mission et surtout, parce que Dieu est amour, le bonheur de se mettre au service de l'autre.
Et le Brésil, pays d'Amérique latine le plus touché par l'épidémie de Zika, le virus peut causer une microcéphalie du fœtus, une diminution donc du périmètre crânien. Face à ce risque, donc, un groupe de chercheurs, avocats et activistes brésiliens a déposé un recours devant la Cour suprême pour que l'avortement soit autorisé en cas de microcéphalie. Alexis Ouedraogo. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la propagation du virus Zika sur le continent américain. Dans une déclaration ce lundi, la responsable de l'OMS a souligné l'expansion rapide du virus à de nouvelles zones géographiques. Ce virus, lorsqu'il touche une femme enceinte, est soupçonné de provoquer des malformations du fœtus qui risquent de naître avec une toute petite tête. Précision de la directrice de l'OMS. Le lien de cause à effet entre l'infection du Zika durant la grossesse et la microcéphalie n'a pas encore été établi. J'insiste sur ce fait, le lien n'a pas été établi. Cela dit, les preuves circonstancielles sont très inquiétantes. C'est au Brésil que la situation est la plus préoccupante, avec plus de 3000 cas de microcéphalie enregistrés l'an dernier chez des nourrissons. Le ministre brésilien de la Santé a reconnu la semaine dernière que le pays faisait face à une véritable épidémie. Le virus circule notamment via une catégorie de moustiques. Les autorités mènent donc des actions de sensibilisation auprès des habitants pour qu'ils évitent de séjourner dans les zones d'eau stagnante propices à la prolifération de ces moustiques. Voilà, reportage réalisé donc par nos confrères de l'AFP. Ce journal est terminé, mais ne décrochez surtout pas. Prenez rendez-vous avec Cathy Touré à 22 h dans Dimanche de foot ou DDF. Aujourd'hui, le Doc Inter est consacré à Kolo Touré. Retrouvez également Zawi François, sélectionneur du Niger. C'est à partir donc de 22 h sur RTI 1. Demain à 20 h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba.